Elle m'a toujours traité d'inutile et de paresseuse. À la veille de son voyage de rêve aux Maldives, elle a déposé ses 3 enfants chez moi en lançant « Puisque tu n'as pas de vie à toi, garde-les 2 semaines ». Ce qu'elle a découvert à son retour l'a laissé sous le choc. Je suis Sabrina, 28 ans, et je suis dans mon salon en train de regarder ma sœur Rebecca déverser 3 valises et 3 enfants en pleurs sur mon seuil comme si elle déposait du linge. Puisque tu n'as pas de vie de toute façon, garde Emma, Tyler et Zoé pendant 2 semaines pendant que je suis aux Maldives, annonce-t-elle, sans même prétendre que c'est une demande. Je peine à comprendre ce qui se passe alors qu'elle pousse des sièges auto et des sacs à dos à travers ma porte. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement pris au dépourvu par votre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Rebecca est déjà de retour dans sa BMW, le moteur tournant comme si elle avait peur que je dise non, ce qui, soyons honnêtes, j'aurais dû faire, mais me voilà, fixant 3 petits visages couverts de larmes séchées et de ce qui ressemble à un petit déjeuner d'hier. Emma, 8 ans, serre un lapin en peluche dont une oreille est à moitié manquante. Tyler, 6 ans, n'arrête pas de demander quand maman revient. Et Zoé, à peine 4 ans, continue de dire qu'elle a faim. Rebecca, je crie, mais elle est déjà en train de sortir de mon allée, le téléphone collé à l'oreille, probablement en train de coordonner ses soins au spa. La femme qui a passé toute notre enfance à me traiter de paresseuse et d'inutile vient littéralement de larguer ses enfants comme s'ils étaient un inconvénient. Je ferme la porte d'entrée et me tourne pour faire face à 3 paires d'yeux, me regardant comme si j'étais censé avoir des réponses. Emma parle la première, sa voix petite et prudente. Tante Sabrina, es-tu en colère contre nous aussi? En colère contre eux. Ces bébés n'ont rien demandé de tout ça. Non, ma chérie. Je ne suis pas en colère contre vous. Vous avez faim? 3 têtes hochent la tête à l'unisson, et c'est là que je remarque à quel point ils sont tous maigres. Genre, vraiment maigre. Quand Rebecca a-t-elle nourri ses enfants pour la dernière fois avec un vrai repas? Je prépare des sandwichs au beurre de cacahuète et je les regarde les dévorer comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Tyler mange le sien si vite qu'il manque de s'étouffer. Et quand je coupe une pomme, Zoé demande si elle peut garder la moitié pour plus tard. Qui apprend à une enfant de 4 ans à accumuler de la nourriture? Ce soir-là, en essayant de les installer dans ma chambre d'amis, Emma aide Tyler à se brosser les dents pendant que j'aide Zoé. Elle est si douce avec lui, vérifiant derrière ses oreilles, s'assurant qu'il se rince correctement. Elle a 8 ans et se comporte comme une mère. Quelque chose de froid s'installe dans mon estomac en la regardant. Emma, aides-tu toujours Tyler comme ça? Elle hoche la tête sérieusement. Maman dit que c'est mon travail parce que je suis la plus grande. J'aide aussi avec Zoé, surtout quand maman a ses maux de tête. Ces maux de tête, bien sûr. Je les borde tous dans le canapé lié, alors que j'éteins les lumières, Tyler attrape ma main. Tante Sabrina, veux-tu vérifier s'il y a des monstres? Je vérifie sous le lit, dans le placard, derrière les rideaux. Tout est clair, mon grand. Merci. Maman dit que les monstres ne sont pas réels, mais elle ne vérifie jamais de toute façon. Je lui embrasse le front et je sors dans le couloir, mais quelque chose qu'il a dit me fait m'arrêter. À travers la fente de la porte, j'entends Emma chuchoter à ses frères et sœurs. Souvenez-vous, nous devons être très, très sages pour que tante Sabrina ne se fâche pas comme maman. Mon cœur s'arrête, en colère comme maman. Que se passe-t-il exactement dans la maison de Rebecca? Le lendemain matin révèle des choses qui me retournent l'estomac. Je trouve Tyler assis par terre dans la salle de bain, essayant de nettoyer l'eau qu'il a renversée en se brossant les dents. Il tremble, littéralement, en absorbant les gouttes avec du papier toilette. Tyler, chérie, ce n'est que de l'eau. Les accidents arrivent. Il lève les yeux vers moi avec ses grands yeux terrifiés, mais maman dit que les dégâts font du travail en plus, et je suis déjà trop de travail. La façon dont il le dit, comme s'il récitait une leçon qu'il a apprise par cœur, brise quelque chose en moi. Je m'agenouille à côté de lui. Tu n'es pas trop de travail. Tu as 6 ans. Les enfants de 6 ans font parfois des dégâts, et c'est parfaitement normal. Au petit déjeuner, je remarque d'autres choses. Zoé demande la permission avant de boire son jus d'orange. Emma coupe les pancakes de Tyler sans qu'on le lui demande et glisse la moitié des siens dans l'assiette de Zoé quand elle pense que je ne regarde pas. Ces enfants gèrent un foyer miniature, prenant soin les uns des autres d'une manière qui me serre la poitrine. Emma, tu n'as pas à partager ta nourriture.
Il y en a plein. Mais Zoé grandit encore. Elle a besoin de plus que moi. Elle a 8 ans. 8. Et elle a déjà appris à se sacrifier pour ses frères et sœurs comme si elle était leur mère au lieu de leur sœur. Quand je propose d'aller au parc, ils se regardent avec incertitude. Tu es sûr que c'est d'accord? Demande Emma. Nous ne voulons pas être un problème. Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes des enfants. Les enfants vont au parc. Au terrain de jeu, je les regarde jouer et quelque chose ne va pas. Ils sont trop prudents, trop silencieux. Tyler attend la permission avant de descendre du toboggan. Zoé demande si elle a le droit de se balancer. Emma se tient à côté de moi comme si elle était de garde au lieu de jouer. Emma, va jouer avec ton frère et ta sœur. Quelqu'un devrait rester avec toi. Maman dit que les adultes n'aiment pas être avec les enfants trop longtemps. Je m'assois sur un banc et je tapote la place à côté de moi. Viens ici, ma chérie. Elle s'assoit prudemment, gardant les mains jointes sur ses genoux. Ta mère dit ça? Elle hoche la tête. Elle dit que les enfants sont bruyants et salissants et lui donne des maux de tête. C'est pourquoi nous devons être silencieux quand elle est à la maison. À quelle fréquence maman a-t-elle des maux de tête? Emma y réfléchit sérieusement. La plupart des jours, surtout quand elle boit ses boissons spéciales. Boissons spéciales. Ma sœur se saoule devant ses enfants. Que faites-vous quand maman a des maux de tête? Nous restons dans nos chambres et je prépare des sandwichs pour Tyler et Zoé. Parfois, nous regardons des films sur ma tablette si le volume est très, très bas. Je regarde Tyler pousser Zoé sur la balançoire. Tous deux souriant pour la première fois depuis leur arrivée. Ce sont de beaux enfants, intelligents, doux, attentionnés, et ils ont marché sur des œufs toute leur vie. Ce soir-là, pendant qu'ils regardent des dessins animés, j'appelle ma voisine, Madame Chen, qui est une travailleuse sociale à la retraite. Elle vient prendre un café et observe les enfants pendant 1 heure sans qu'ils sachent pourquoi elle est vraiment là. Après qu'ils se soient couchés, elle s'assoit en face de moi à la table de la cuisine avec une expression sombre. Sabrina, ces enfants présentent des signes classiques de négligence émotionnelle et de parentification. L'aîné montre un comportement de soignante bien au-delà de son stade de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Emma a été forcée d'agir comme un parent pour ses frères et sœurs. La façon dont ils demandent la permission pour des besoins de base, l'accumulation de nourriture, l'hypervigilance, ce sont des signaux d'alarme. Je fixe ma tasse de café, digérant cela. Que dois-je faire? Documentez tout et demandez-vous si vous êtes prête à ce que cette situation devienne permanente. Permanente. Le mot pèse lourdement dans la pièce entre nous. Cette nuit-là, je reste éveillé en écoutant les doux murmures de la chambre d'amis. Emma lit une histoire à Tyler pour le coucher, sa voix douce et patiente. Elle fait ce que Rebecca devrait faire, ce que Rebecca n'a probablement pas fait depuis des mois. Demain, je commencerai à prêter une attention plus particulière à tout ce que ces enfants disent et font, car Madame Chen a raison. Il ne s'agit pas seulement de 2 semaines de babysitting. Au 3e jour, le tableau devient limpide et absolument dévastateur. Pendant le petit déjeuner, Zoé renverse du sirop sur sa chemise et se met immédiatement à pleurer. Non pas parce qu'elle est contrariée par le désordre, mais parce qu'elle est terrifiée. Je suis désolé. Je suis désolé, sanglote-t-elle en tirant sur sa chemise. S'il te plaît, ne me mets pas dans la pièce sombre. Je me fige, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. La pièce sombre. Emma intervient rapidement, enlaçant Zoé. Elle veut dire le placard. Quand on est méchant, maman nous fait asseoir dans le placard de sa chambre jusqu'à ce qu'on apprenne notre leçon. Le sang quitte mon visage. Combien de temps y restez-vous? Jusqu'à ce qu'on arrête de pleurer, dit Tyler d'un ton neutre, comme si c'était tout à fait normal. Parfois, c'est très long. Parfois, je m'endors dedans. Je m'agenouille au niveau de Zoé, gardant ma voix douce même si je suis enragé à l'intérieur. Ma chérie, tu n'es pas en difficulté. Les dégâts arrivent. On les nettoie et on passe à autre chose. D'accord? Elle hoche la tête, mais elle tremble encore. Je l'aide à changer de chemise et je remarque quelque chose qui me fait battre le cœur. Des ecchymoses jaunes décolorées sur le haut de ses bras, parfaitement en forme d'empreinte digitale d'adulte. Zoé, chérie, d'où viennent ces marques? Elle a l'air confuse, puis suit mon regard. Oh, maman me serre fort quand elle est très en colère. Elle dit que si on n'écoute pas,
on se fera encore plus mal. Avez-vous déjà vécu ce moment où tout ce que vous pensiez savoir sur quelqu'un s'effondre? Parce que c'est ce qui m'arrive en ce moment, et je peux à peine respirer. Je prends des photos des ecchymoses avec mon téléphone pendant qu'elle est distraite. Puis j'assois les 3 enfants dans le salon. Je veux vous poser quelques questions, et j'ai besoin que vous me disiez la vérité, d'accord? Vous n'êtes pas en difficulté. Peu importe ce que vous dites. Il hoche la tête solennellement, assis serrés les uns contre les autres sur mon canapé comme s'ils faisaient face à un peloton d'exécution. Quand maman se fâche, que se passe-t-il? Emma regarde ses frères et sœurs, puis de nouveau moi. Elle crie très fort et parfois elle jette des choses. Quel genre de choses? Des assiettes. Son téléphone. Une fois, elle a jeté le camion jouet de Tyler si fort que ça a cassé la fenêtre. Tyler hoche la tête. Et elle dit des choses méchantes comme comment on a ruiné sa vie et qu'elle regrette de ne jamais avoir eu d'enfant. Mes mains se serrent sur mes genoux. Chaque instinct en moi me crie de conduire directement aux Maldives et d'étrangler ma sœur de mes propres mains. Vous sentez-vous en sécurité à la maison? Le silence qui suit est assourdissant. Finalement, Emma prend la parole. On se sent en sécurité quand maman dort ou quand elle sort le soir. C'est là qu'on peut regarder des films et manger des collations. Elle sort le soir. Qui reste avec vous? Juste nous. Mais j'ai 8 ans, donc je peux m'occuper de Tyler et Zoé. Je sais comment fermer les portes à clé et appeler le 911 en cas d'urgence. 8 ans, laissés seuls toute la nuit pour s'occuper d'un enfant de 6 ans et d'une enfant de 4 ans pendant que leur mère fait la fête. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Cet après-midi-là, pendant leur sieste, je passe un appel téléphonique qui change tout. Service de protection de l'enfance, Maria à l'appareil. Bonjour, je dois signaler des soupçons de maltraitance et de négligence envers des enfants. Ma voix tremble alors que j'explique la situation. Maria prend des notes détaillées et explique qu'ils devront enquêter au retour de Rebecca. Mais quand je mentionne les ecchymoses et le fait que les enfants sont laissés seuls toute la nuit, son ton devient urgent. Monsieur, ces enfants sont actuellement sous votre garde. Oui, pour encore 11 jours. Ne le laissez pas retourner dans cet environnement. Nous enverrons un travailleur social demain pour évaluer la situation. En attendant, documentez tout. Après avoir raccroché, je trouve Tyler debout dans l'embrasure de la cuisine. Tante Sabrina, vas-tu nous envoyer ailleurs? Je le prends dans mes bras, le serrant fort. Personne. Je vais vous garder en sécurité. Promis? Promis. Mais en le tenant, je réalise que je viens peut-être de déclencher une guerre avec ma propre sœur. Une guerre où ces 3 bébés innocents sont le champ de bataille. Et je suis sur le point de découvrir que Rebecca cache des secrets bien plus sombres que je ne l'aurais jamais imaginé. La travailleuse sociale, Janet Morrison, arrive le lendemain matin pendant que les enfants mangent des céréales. C'est une femme d'une 50aine d'années au visage aimable qui les met immédiatement à l'aise, leur demandant leurs dessins animés préférés tout en observant leur comportement. Ce qu'elle voit assombrit son visage de minute en minute. Tyler demande la permission d'aller aux toilettes. Emma se déplace instinctivement pour débarrasser les assiettes de tout le monde sans qu'on le lui demande. Zoé accumule les céréales restantes dans son bol, les mangeant très lentement pour les faire durer. Après que les enfants soient allés jouer dans le jardin, Janet s'assoit en face de moi à la table de la cuisine avec son presse-papier plein de notes. Sabrina, je fais ça depuis 20 ans, et ces enfants montrent des signes clairs de négligence chronique et de maltraitance émotionnelle. La parentification de l'aîné, l'hypervigilance, les comportements d'insécurité alimentaire. Cela dure depuis longtemps. Elle documente les ecchymoses sur les bras de Zoé avec un appareil photo spécial. Ces marques d'empreintes digitales sont compatibles avec une prise forcée. En conjonction avec leur déclaration sur le fait d'être laissés seuls toute la nuit et la punition d'isolement, nous avons des motifs pour une garde d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces enfants ne retournent pas chez leur mère jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée et qu'elle prouve qu'elle peut fournir un environnement sûr. Mon téléphone vibre avec un texto de Rebecca. Je passe un moment incroyable. Les enfants ont intérêt à bien se comporter. Je vais à un massage en couple maintenant. Le ton désinvolte, le manque total d'inquiétude pour ces enfants me donne envie de crier. Cet après-midi-là, Janet interroge chaque enfant séparément. Je peux entendre la petite voix de Tyler à travers la porte fermée, expliquant comment les boissons spéciales de maman la rendent somnolente pendant la journée et en colère la nuit.
Quand c'est au tour d'Emma, elle sort 20 minutes plus tard avec des traces de larmes sur les joues. Janet suit, l'air sombre. Emma a révélé d'autres incidents, me dit-elle tranquillement. Une discipline physique qui dépasse la limite de la maltraitance. Tirage de cheveux, secousses, les forcer à rester debout dans les coins pendant des heures. Pendant des heures. La petite de 4 ans s'est endormie debout une nuit. Quand elle s'est effondrée, votre sœur l'a traînée au lit par le bras. Je dois m'agripper au comptoir de la cuisine pour me stabiliser. C'est ma sœur, la femme avec qui j'ai grandi. Comment est-elle devenue quelqu'un qui terrorise les enfants? Ce soir-là, en aidant Tyler avec un puzzle, il dit quelque chose qui arrête mon monde. Tante Sabrina, pourquoi sens-tu bon? Que veux-tu dire, mon grand? Tu sens toujours les fleurs. Maman sent le médicament qui la rend somnolente. Médicament? Quel genre de médicament, Tyler? Les bouteilles sans étiquette qu'elle garde cachées dans son placard. Quand elle en boit, elle s'endort sur le canapé, et nous devons être très silencieux. J'envoie immédiatement cette information à Janet par texto. En moins d'une heure, elle répond, cela suggère un possible abus de substance. Nous devrons inclure cela dans notre rapport. Le lendemain matin apporte un développement qui change tout. Je prépare le petit déjeuner quand mon téléphone sonne. Un numéro inconnu. Mademoiselle Carter, ici le principal Williams de l'école primaire de Meadowbrook. J'appelle au sujet d'Emma Carter. Oh, oui. Elle reste avec moi pendant que sa mère voyage. Je vois. Eh bien, en fait, j'appelle parce qu'Emma n'est pas venue à l'école depuis 3 semaines. Sa fréquentation a été sporadique toute l'année. Nous avons envoyé plusieurs lettres à la maison, mais n'avons jamais reçu de réponse. 3 semaines? Rebecca a dit à tout le monde qu'Emma était malade avec un virus gastrique pendant quelques jours. Elle garde sa fille à la maison depuis des semaines. Principal Williams, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Après avoir expliqué la situation, il y a une longue pause. Mademoiselle Carter, j'aimerais pouvoir dire que cela me surprend. Emma a toujours été différente. Très mature pour son âge, souvent fatiguée, vient parfois à l'école avec des vêtements sales. Quand elle vient, elle hésite à partir à l'heure du ramassage. Que voulez-vous dire? Elle traîne. Demande si elle peut aider à nettoyer la classe ou à organiser les fournitures. Le mois dernier, elle a demandé si elle pouvait rester dîner à la cafétéria parce que sa mère passait une mauvaise journée. Les pièces continuent de s'assembler, peignant un tableau de négligence et de maltraitance systématique qui ont été cachés derrière la façade parfaite des réseaux sociaux de Rebecca. Cette nuit-là, Emma me trouve dans la cuisine après que ses frères et sœurs se soient endormis. Tante Sabrina, je t'ai entendu parler à la dame aujourd'hui du fait que nous ne rentrions pas à la maison. Je me tourne pour lui faire face, cette courageuse petite fille qui a porté des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait connaître. Comment te sentirais-tu à ce sujet, Emma? Elle reste silencieuse un long moment, tripotant l'ourlet de son pyjama. Resterions-nous tous ensemble? Oui, vous resteriez ensemble. Et personne ne nous crierait dessus parce qu'on est trop bruyant ou trop salissant. Personne ne vous crierait dessus. Elle hoche lentement la tête. Alors je pense que ce serait bien. Tyler me demande tous les soirs quand on pourra vivre avec toi pour toujours. Je ne savais pas quoi lui répondre. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit de faire un vœu tous les soirs avant de se coucher. Peut-être que si nous souhaitons tous la même chose, ça se réalisera. Je la serre dans mes bras et elle fond contre moi comme si elle avait attendu toute sa vie que quelqu'un la tienne en sécurité. Emma, qu'as-tu souhaité? Une maman qui nous veut, chuchote-t-elle dans mon épaule. Et à ce moment-là, je sais exactement ce que je dois faire. L'appel arrive à 6 heures du matin, 3 jours avant le retour prévu de Rebecca. Mon téléphone vibre avec son nom, et quand je réponds, elle crie. Sabrina, qu'est-ce que tu crois faire? Je viens de recevoir un appel d'une travailleuse sociale disant que mes enfants ne peuvent pas rentrer à la maison. Je sors sur ma terrasse arrière pour que les enfants n'entendent pas. Rebecca, nous devons parler de ce qui se passe avec Emma, Tyler et Zoé. Il ne se passe rien. Ils vont bien. Tu es dramatique, comme toujours. Emma a des bleus en forme d'empreinte digitale sur les bras. Silence. Les enfants m'ont parlé des punitions dans le placard, d'être laissés seuls toute la nuit. De toi qui jettes les jouets de Tyler assez fort pour casser des fenêtres. Ils mentent. Sa voix tremble maintenant.
Les enfants inventent des histoires. Toi, plus que quiconque, devrais le savoir. Ils ne mentent pas, Rebecca. Et au fond de toi, tu le sais. Je suis leur mère. Tu ne peux pas simplement décider de les garder. Je n'ai rien décidé. Les services de protection de l'enfance l'ont fait après avoir documenté des signes d'abus et de négligence systématique. La ligne devient silencieuse, à l'exception du son de sa respiration. En arrière-plan, j'entends de la musique de station balnéaire et le cliquetis des verres. Elle est dans un bar. Bien sûr qu'elle y est. Tout ça, c'est de ta faute, dit-elle finalement, sa voix basse et venimeuse. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse que j'ai des enfants et pas toi, que j'ai une vraie vie alors que tu es pathétique et seule. L'ancienne moi se serait effondrée à ces mots. Se serait excusée et se serait pliée en quatre pour arranger les choses. Mais cette version de moi est morte au moment où j'ai vu la peur dans les yeux de Tyler. Tu sais quoi, Rebecca? Tu as raison. Je suis jalouse. Je suis jalouse que tu aies eu 3 enfants magnifiques et incroyables qui méritent tellement mieux que ce que tu leur as donné. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Et à moins que tu ne cherches une aide sérieuse pour tes problèmes d'alcool et de colère, ces enfants ne reviendront pas, elle me raccroche au nez. 5 minutes plus tard, elle rappelle. D'accord, je ferai tout ce qu'ils veulent. Thérapie, cours, peu importe. Mais c'est temporaire, Sabrina. Ce sont mes enfants. Alors commence à te comporter comme leur mère au lieu de leur geôlière. Cette fois, c'est moi qui lui raccroche au nez. À l'intérieur, je trouve Emma assise à la table de la cuisine en train de dessiner. C'est notre maison avec 4 personnages bâtons debout devant. 3 petits et un plus grand. Au-dessus de nous, elle a dessiné un arc-en-ciel et a écrit « En sécurité » en crayon violet. C'est magnifique, Emma. C'est nous, dit-elle simplement. Dans notre nouvelle maison. Notre nouvelle maison. La désinvolture avec laquelle elle le dit me dit tout sur ce que ses enfants ressentent ici par rapport à ce qu'ils ressentaient avec leur mère. Cet après-midi-là, Janet revient avec de la paperasse. J'ai parlé à votre sœur. Elle a accepté de se soumettre à une évaluation psychologique et à une évaluation de toxicomanie à son retour. Tant que celles-ci ne seront pas terminées et qu'elle ne démontrera pas une sobriété et une gestion de la colère durable, les enfants resteront sous votre garde. Combien de temps cela prend-il généralement? Au minimum 6 mois, souvent plus. Êtes-vous prête à cela? Je regarde par la fenêtre Tyler et Zoé en train de construire un fort avec des coussins de canapé pendant qu'Emma leur lit une histoire. Oui, je suis prête. Il y a autre chose. La voisine de votre sœur nous a contactés après avoir vu le reportage sur l'enquête. Apparemment, elle s'inquiétait depuis des mois du fait que les enfants étaient laissés seuls et du niveau de bruit des disputes provenant de la maison. Quel genre de bruit? Des cris, des pleurs, des objets jetés. Elle a appelé la police 2 fois pour des contrôles de bien-être, mais votre sœur a toujours réussi à nettoyer les enfants et à les coacher avant l'arrivée des agents. Coacher. Le mot me rend malade. Rebecca leur a appris quoi dire pour cacher ses abus. Ce soir-là, pendant que les enfants prennent leur bain, je suis assise par terre dans ma chambre, entourée de documents juridiques, et je réalise que ma vie a fondamentalement changé. 6 mois minimum, probablement plus. Je devrais convertir mon bureau à domicile en une autre chambre. M'occuper de l'inscription à l'école pour Emma et Tyler. Trouver une garderie pour Zoé qui accepte les arrangements de garde d'urgence. Ma vie calme et ordonnée est sur le point de devenir magnifiquement chaotique. Tyler apparaît dans l'embrasure de ma porte dans son pyjama dinosaure. Tante Sabrina, es-tu triste? Personne. Pourquoi demandes-tu? Tu as l'air de réfléchir très fort. Maman réfléchit très fort quand elle est triste. Je tapote le tapis à côté de moi et il s'y laisse tomber, étudiant les papiers étalés autour de nous. Ces papiers m'aident à bien m'occuper de vous. Comme des papiers d'adoption? La question me prend au dépourvu. Voudrais-tu être adopté, Tyler? Il hoche la tête avec enthousiasme. Alors tu serais notre vraie maman et on pourrait rester pour toujours. Et ta mère? Elle ne te manque pas? Il réfléchit sérieusement à cela. L'idée d'elle me manque. Emma me l'a expliqué. Avoir une maman qui veut jouer avec nous et qui ne se fâche pas tout le temps me manque, mais avoir peur ne me manque pas. 6 ans et il comprend déjà la différence entre aimer quelqu'un et regretter la personne qu'on voudrait qu'elle soit. Tyler, quoi qu'il arrive,
tu seras en sécurité. Tous les trois. Il se blottit contre moi, s'ajustant parfaitement sous mon bras. Je t'aime, tante Sabrina. Je t'aime aussi, mon grand. Et en le disant, je réalise que c'est complètement vrai. En moins de 2 semaines, ces enfants sont devenus mon monde, ce qui signifie que je suis sur le point de me battre plus fort que je ne me suis jamais battu pour quoi que ce soit dans ma vie. La première visite supervisée de Rebecca est prévue pour son 2e jour de retour des Maldives. Janet l'organise au bureau de la protection de l'enfance, un territoire neutre avec des caméras et des travailleurs sociaux présents. J'habille les enfants avec leurs plus beaux vêtements et j'essaie de les préparer à voir leur mère. Emma demande s'ils doivent y aller. Tyler se demande si maman sera en colère. Zoé serre juste son lapin en peluche plus fort. Rappelez-vous, si vous vous sentez mal à l'aise ou effrayé, vous le dites immédiatement à mademoiselle Janet, d'accord? Il hoche la tête solennellement. Et je déteste devoir donner à des enfants de 8, 6 et 4 ans des instructions sur la façon de se protéger de leur propre mère. La visite est prévue pour 2 heures. Je les dépose et j'attends dans ma voiture, l'estomac noué. Après 90 minutes, mon téléphone sonne. Sabrina, c'est Janet. Pouvez-vous entrer? La visite se termine plus tôt. À l'intérieur, je trouve Tyler en train de pleurer tranquillement pendant qu'Emma lui tient la main. Zoé est pressée contre la jambe de Janet, refusant de regarder vers la salle de visite. Que s'est-il passé? Votre sœur s'est frustrée lorsque les enfants ont hésité à interagir avec elle. Elle a élevé la voix et a exigé qu'ils arrêtent de se comporter comme si elle était une étrangère. Quand Tyler a commencé à pleurer, elle lui a dit de se ressaisir et qu'il la mettait dans l'embarras. Mes mains se serrent en poing. Et puis Emma s'est interposée entre sa mère et Tyler pour le protéger. Votre sœur a attrapé le bras d'Emma, pas assez fort pour laisser des marques, mais assez fermement pour la surprendre. C'est à ce moment-là que nous avons mis fin à la visite. Je regarde Emma, qui essaie si fort d'être courageuse, et Tyler, dont les petites épaules tremblent. Les enfants, prêts à rentrer à la maison. Le soulagement sur leur visage est une réponse suffisante. Dans la voiture, Emma parle enfin. Maman a l'air différente. Comme si elle faisait semblant d'être quelqu'un d'autre. Que veux-tu dire? Sa voix était trop forte et son sourire trop grand. Comme quand elle parle à tes amis lors des fêtes, mais pas comme elle nous parle à nous. Même à 8 ans, Emma reconnaît que Rebecca jouait à la maternité pour les travailleurs sociaux au lieu d'être réellement une mère. Ce soir-là, Tyler se glisse dans mon lit vers minuit. Mauvais rêve, mon grand? Pas exactement. J'ai rêvé que maman venait nous reprendre, mais dans le rêve, je ne voulais pas y aller. Est-ce que c'est mal? Je le serre contre moi. Ce n'est pas mal de vouloir se sentir en sécurité, Tyler. Mais c'est ma mère. Je suis censé l'aimer et vouloir être avec elle. Tu peux aimer quelqu'un et avoir quand même besoin de te protéger de lui. Il reste silencieux un moment, digérant cela. Tante Sabrina, nous adopteras-tu pour de vrai? Le voulez-vous? Oui, nous tous. On en a parlé. Mon cœur se dilate et se brise simultanément. Tyler, ce n'est pas une décision que je peux prendre toute seule. Il y a beaucoup d'adultes impliqués. Mais si tu pouvais décider, le voudrais-tu? Je pense à Emma lisant des histoires à ses frères et sœurs pour les endormir. Le sourire édenté de Tyler quand je l'aide avec des puzzles. Les rires timides de Zoé quand nous faisons des soirées dansantes dans la cuisine. Oui, mon grand. Je le voudrais. Le lendemain matin apporte un appel de Janet avec une nouvelle qui change tout. Sabrina, votre sœur a échoué à la fois à son test de dépistage de drogue et à son évaluation psychologique. Les tests montrent une consommation récente d'alcool et de médicaments sur ordonnance, et le psychologue a noté des signes significatifs de troubles de la personnalité narcissique et un mauvais contrôle des impulsions. Qu'est-ce que cela signifie pour les enfants? L'État s'oriente vers la déchéance des droits parentaux. Compte tenu de votre relation avec les enfants et de leur attachement évident à vous, vous seriez la première considération pour la garde permanente. La garde permanente? Les mots résonnent dans ma tête comme une prière exaucée. Combien de temps ce processus prend-il? 6 à 12 mois, généralement. Votre sœur a le droit de contester et de demander des services de réunification, mais compte tenu de la gravité des conclusions et des préférences exprimées par les enfants, le résultat est assez prévisible. Après avoir raccroché, je m'assois dans ma cuisine silencieuse et je laisse l'ampleur de ce moment m'envahir. 3 enfants, pour toujours.
Non seulement les aider à traverser une crise, mais devenir leur mère. La responsabilité est terrifiante et exaltante. Emma me trouve là 1 heure plus tard, habillée pour l'école, le sac à dos prêt. Tante Sabrina, tu as l'air heureuse et effrayée en même temps. Je suis heureuse et effrayée en même temps. Elle y réfléchit. Comme quand on est sur le point de monter dans des montagnes russes. Exactement comme ça. Elle hoche la tête. Sérieusement. J'aime les montagnes russes. C'est effrayant mais amusant. Et à la fin, on a envie de recommencer. Emma, comment te sentirais-tu si tu pouvais rester ici en permanence? Si je devenais ta maman pour de vrai? Son visage se transforme, s'illuminant du premier sourire complètement sans garde que j'ai vu d'elle. Pourrions-nous t'appeler maman si tu le voulais? Et nous n'aurions jamais à retourner dans la maison de la peur? Jamais. Elle me jette les bras autour du cou et je sens tout son corps se détendre comme si elle avait retenu son souffle pendant 8 ans. Je t'aime, maman, chuchote-t-elle. Et d'un coup, tout change. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite quand Rebecca réalisera qu'elle est sur le point de perdre ses enfants de façon permanente? L'appel arrive à 23 h un mardi. Le numéro de Rebecca. J'hésite à répondre, mais quelque chose me dit que je dois entendre ce qu'elle a à dire. Sabrina. Sa voix est différente. Calme, froide. Nous devons parler. À propos de quoi? Du fait que tu me voles mes enfants. Je n'ai volé personne, Rebecca. Tu les as abandonnés, maltraités, et maintenant tu en subis les conséquences. Tu te crois si parfaite, n'est-ce pas? Vivant dans ta jolie petite maison, jouant à la maman avec mes enfants. Mais tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être vraiment une mère. Je sors sur ma terrasse arrière, gardant ma voix basse pour que les enfants n'entendent pas, tu as raison. Je ne sais pas ce que c'est que d'être une mère, mais je sais ce que c'est que d'aimer des enfants inconditionnellement. Ce sont mes enfants. Alors pourquoi ont-ils peur de toi? Silence. J'ai fait des erreurs. J'ai eu du mal après le divorce. Les choses ont dérapé. Les choses ont dérapé, Rebecca. Tyler m'a demandé si c'était normal que les mamans mettent leurs enfants dans des placards sombres quand ils renversent des choses. Zoé accumule de la nourriture comme si elle n'était jamais sûre de quand elle mangera à nouveau. Je peux changer. Je suis en thérapie maintenant. Je me fais aider. Parce que le tribunal l'a ordonné. Pas parce que tu le voulais. S'il te plaît. C'est tout ce que j'ai. Pour la première fois de toute cette conversation, elle semble sincèrement brisée. Mais je me souviens alors de Tyler pleurant dans son sommeil. Et ma sympathie se durcit. S'ils étaient tout ce que tu avais, tu les aurais traités comme des cadeaux précieux au lieu de fardeaux. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Mères célibataires travaillant à plein temps, sans aide de leur père. Beaucoup de mères célibataires s'en sortent sans maltraiter leurs enfants. Je ne les ai jamais maltraités. Rebecca, tu les as laissés seuls toute la nuit pendant que tu allais boire. Tu les as saisis assez fort pour laisser des bleus. Tu leur as crié dessus parce qu'ils se comportaient comme des enfants normaux. Ils vont bien. Regarde comme ils sont bien adaptés. Ils sont bien adaptés malgré toi, pas grâce à toi. La ligne devient silencieuse, à l'exception de sa respiration. Quand elle reparle, sa voix a complètement changé. Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas? Mais je sais des choses sur toi, Sabrina. Des choses qui intéresseraient beaucoup un juge. Mon sang se glace. De quoi parles-tu? Ta conduite en état d'ivresse à l'université, tes problèmes de dépression, le fait que tu n'as jamais été marié, que tu n'as jamais eu d'enfant. Quel genre de juge donne des enfants à une femme célibataire avec des problèmes de santé mentale? J'avais 21 ans quand j'ai eu cette conduite en état d'ivresse, et je n'ai jamais caché ma dépression. Je prends des médicaments et je vois un thérapeute régulièrement. Et la stabilité de ton travail? Combien de temps avant que tu ne sois fatigué de jouer à la maison et que tu décides que 3 enfants, c'est trop de travail? Ça n'arrivera jamais. On verra. Parce que je n'abandonne pas, Sabrina. Ces enfants appartiennent à leur vraie mère, pas à leur tante vieille fille qui est désespérée de se sentir utile. Elle raccroche, me laissant tremblante de rage et de peur. Le lendemain matin, Janet appelle avec des nouvelles qui rendent les menaces de Rebecca encore plus inquiétantes. Votre sœur a engagé un avocat, Marcus Brennan. Il est cher et connu pour ses tactiques agressives dans les tribunaux de la famille.
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que ça va devenir moche. Il va essayer de vous dépeindre comme une tutrice inapte tout en présentant votre sœur comme une mère qui a juste besoin de soutien et de temps. Mais les preuves? Les preuves n'ont pas toujours autant d'importance que le récit dans les tribunaux de la famille. Soyez prête à ce qu'il scrute chaque aspect de votre vie. Ce soir-là, en aidant les enfants avec leurs devoirs, Emma lève les yeux de sa feuille de maths. Maman, pourquoi notre mère biologique a-t-elle appelé la nuit dernière? Mère biologique. Le fait qu'elle fasse déjà cette distinction me brise le cœur et me remplit d'espoir. Simultanément. Elle voulait parler de ce qui se passe avec vous. Va-t-elle essayer de nous reprendre? Je m'agenouille à côté de sa chaise. Elle pourrait essayer, mais quoi qu'il arrive, personne ne va vous forcer à aller quelque part où vous ne vous sentez pas en sécurité. Promis? Promis. Tyler entend depuis le salon. Maman, on ne veut pas retourner dans la maison de la peur. Je sais, mon grand. Même si Rebecca va mieux? La question m'arrête net. Comment expliquer à des enfants que certains dommages ne peuvent être réparés? Que la confiance, une fois brisée, pourrait ne jamais guérir complètement. Même si elle va mieux, vous aurez toujours le choix de l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je suis assise à ma table de cuisine avec des documents juridiques étalés autour de moi. Janet a fourni une liste de questions que l'avocat de Rebecca pourrait poser. Elles sont conçues pour me faire paraître instable, non préparé et égoïste. Pourquoi voulez-vous enlever des enfants à leur mère biologique? Avez-vous déjà été traité pour dépression ou anxiété? Avez-vous une quelconque expérience de l'éducation des enfants? Comment comptez-vous subvenir aux besoins de 3 enfants avec un seul revenu? Ne pensez-vous pas que les enfants appartiennent à leurs parents naturels? Je répète des réponses jusqu'à 2 heures du matin, me préparant à un combat qui pourrait déterminer si 3 beaux enfants pourront rester dans le premier foyer sur qu'ils aient jamais connu. Parce que demain, tout change à nouveau. L'audience est prévue pour vendredi matin. Je m'habille soigneusement avec mon meilleur tailleur bleu marine, celui que je porte pour les présentations importantes au travail. Professionnel mais pas tape à accent grave-l'œil. Compétent mais accessible. Les enfants passent la nuit chez ma voisine, Madame Peterson, pour ne pas avoir à me voir stressé aujourd'hui. Emma m'a serré très fort dans ses bras avant que je ne les y laisse. Tu vas gagner, n'est-ce pas, maman? Je vais me battre aussi fort que je le peux. C'est assez pour moi. Le palais de justice est exactement aussi intimidant que je l'avais prévu. Rebecca est assise à la table du demandeur avec son avocat cher, portant une robe conservatrice que je n'ai jamais vue auparavant et un maquillage minimal. Elle ressemble à une mère au foyer d'une publicité télévisée. Sa transformation est si complète que si je ne savais pas mieux, je pourrais croire qu'elle est réellement la mère attentionnée qu'elle prétend être. Janet est assise derrière moi avec un épais dossier de documentation, des photos de bleu, des registres de présence scolaire, des dossiers médicaux montrant des signes de négligence, des témoignages de voisins et d'enseignants. Levez-vous pour l'honorable juge Patterson. La juge Patterson est une femme d'une 60aine d'années avec des yeux bienveillants et une expression sans concession. Elle examine brièvement le dossier avant de lever les yeux. C'est une audience pour déterminer les arrangements de garde d'urgence pour Emma, Tyler et Zoe Carter, actuellement sous la garde de leur tante, Sabrina Carter. L'avocat de Rebecca, Marcus Brennan, se lève le premier. Il est exactement ce à quoi je m'attendais. Poli, confiant et prêt à me détruire. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui parce que ma cliente a fait des choix certes regrettables pendant une période difficile de sa vie. Un divorce récent, des difficultés financières et un manque de soutien ont conduit à des décisions qu'elle regrette profondément. Il dépeint une image de Rebecca comme une mère célibataire en difficulté qui a temporairement perdu son chemin, mais qui s'est engagée à changer. Il mentionne son inscription à des cours de parentalité, ses séances de thérapie, ses efforts de sobriété. Mademoiselle Carter aime ses enfants et ne désire rien de plus que de reconstruire la relation familiale qui a été endommagée pendant sa période la plus sombre. Quand c'est mon tour, je me lève sur des jambes tremblantes et j'essaie de me souvenir de tout ce que Janet m'a appris à dire. Votre honneur, il ne s'agit pas de quelques mauvais choix pendant une période difficile. Il s'agit de 3 enfants qui ont vécu dans la peur chaque jour de leur vie. Je parle de la terreur de Tyler quand il a renversé de l'eau. De la maturité précoce d'Emma due à des années de protection de ses frères et sœurs, de l'accumulation de nourriture et des cauchemars de Zoé. Ces enfants n'ont pas seulement subi de la négligence.
Ils ont subi des abus émotionnels et physiques systématiques qui ont laissé des traumatismes durables. La juge Patterson pose des questions approfondies sur ma capacité à m'occuper de 3 enfants, ma stabilité financière, mon système de soutien. Je réponds honnêtement sur mon travail, mes économies, mon engagement total à donner à ces enfants l'enfance qu'ils méritent. Puis Brennan me contre-interroge et ça devient brutal. Mademoiselle Carter, vous n'avez jamais été mariée, n'est-ce pas? C'est exact. Jamais eu d'enfant à vous? Non. Vous avez été traitée pour dépression dans la vingtaine? Oui. Et je continue de prendre des médicaments et de voir un thérapeute régulièrement. Vous avez reçu une citation pour conduite en état d'ivresse pendant vos études? Oui, quand j'avais 21 ans. J'ai appris de cette erreur et je n'ai pas eu d'incident lié à l'alcool depuis. N'est-il pas vrai que vous avez toujours ressenti du ressentiment pour le succès de votre sœur, son mariage, ses enfants, sa vie apparemment parfaite? Je prends une profonde inspiration. J'ai ressenti du ressentiment pour le fait qu'elle ait eu 3 beaux enfants qu'elle n'appréciait pas. J'ai ressenti du ressentiment pour le fait qu'elle tenait pour acquis ce que j'aurais chéri. Alors vous avez vu une opportunité de prendre ce que vous avez toujours voulu. J'ai vu 3 enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour les aimer inconditionnellement. Et vous croyez être mieux équipés pour élever ces enfants que leur mère biologique. Je crois qu'ils méritent de se sentir en sécurité dans leur propre maison. L'interrogatoire se poursuit pendant une autre heure. À la fin, je me sens émotionnellement déchiqueté. Mais ensuite, Janet présente ses preuves. Des photos de Bleu, des enregistrements audio des enfants décrivant leur peur, des témoignages d'enseignants qui ont remarqué des comportements inquiétants, des dossiers médicaux montrant des signes de négligence et de malnutrition. La preuve la plus accablante vient de la propre voisine de Rebecca. J'ai appelé la police 2 fois à cause des cris venant de cette maison, témoigne Madame Williams. Pas du bruit normal d'enfants, des pleurs, des supplications, des adultes criant qu'ils regrettaient que ces enfants ne soient jamais nés. Je regarde le visage de Rebecca pendant ce témoignage. Elle a l'air sincèrement choquée, comme si elle entendait parler de la vie de quelqu'un d'autre. Soit c'est une actrice incroyable, soit elle ne se souvient honnêtement pas à quel point les choses ont mal tourné. La juge Patterson suspend l'audience. Pendant la pause, je vois Rebecca dans le couloir en train de se disputer avec son avocat. Son masque soigneusement composé a glissé et elle a l'air désespérée. Lorsque nous reprenons, la juge s'adresse aux 2 parties. Ce cas présente une situation déchirante où des adultes bien intentionnés ne sont pas d'accord sur ce qui est le mieux pour 3 enfants qui ont subi un traumatisme. Mon cœur se serre. On dirait qu'elle va couper la poire en 2. Cependant, mon obligation principale est la sécurité et le bien-être d'Emma, Tyler et Zoé. Elle regarde directement Rebecca. Mademoiselle Carter, bien que je croie que vous aimez vos enfants, les preuves montrent un schéma de comportement qui les a mis en danger de préjudice émotionnel et physique. Puis elle se tourne vers moi. Mademoiselle Carter, bien que vous manquiez d'expérience parentale traditionnelle, ces enfants ont prospéré sous votre garde et expriment de fortes préférences quant à leur situation de vie. Je retiens mon souffle. Par conséquent, j'accorde la garde temporaire à Sabrina Carter pour une période de 6 mois, pendant laquelle Rebecca Carter devra suivre des cours de parentalité ordonnés par le tribunal, maintenir sa sobriété et participer à une thérapie familiale. Garde temporaire. Ce n'est pas permanent, mais c'est un début. À la fin des 6 mois, nous réévaluerons la situation en fonction des progrès de chacun. En sortant de la salle d'audience, Rebecca m'attrape le bras. Ce n'est pas fini, chuchote-t-elle. Je suis leur mère. Je les récupérerai. Je la regarde vraiment, et je vois quelque chose qui m'effraie plus que ces menaces. Elle ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal. 6 mois. C'est le temps que j'ai pour prouver que 3 enfants m'appartiennent au lieu de leur mère biologique. 6 mois pour les aider à guérir tout en documentant chaque moment de leur progression. 6 mois pour espérer que Rebecca continue sur sa voie actuelle d'autodestruction. Car malgré ses cours et ses séances de thérapie ordonnées par le tribunal, elle montre déjà des signes des mêmes schémas qui l'ont mise dans cette situation. Janet m'appelle le lundi suivant l'audience avec des nouvelles inquiétantes. Votre sœur a manqué son 2e rendez-vous de thérapie et est arrivée à son cours de parentalité avec 20 minutes de retard, sentant l'alcool. Je pensais qu'elle était censée être sobre. Elle l'est. Son ordonnance du tribunal exige des tests de dépistage de drogue et d'alcool aléatoires. Nous en programmons un pour cette semaine. Pendant ce temps,
les enfants s'adaptent à leur nouvelle réalité avec la résilience typique de l'enfance. Emma a commencé les leçons de piano et me rejoint dans la cuisine chaque soir pour aider à préparer le dîner. Tyler joue dans la petite ligue et n'a pas fait de cauchemar depuis 2 semaines. Zoé s'est inscrite à l'école maternelle et est rentrée vendredi dernier avec un dessin de notre famille. 4 personnages bâtons se tenant la main sous un arc-en-ciel. Mais il traite aussi le traumatisme d'une manière qui me brise le cœur quotidiennement. Mardi dernier, Tyler a trouvé une araignée dans sa chambre et s'est immédiatement mis à pleurer. Je suis désolé. Je ne voulais pas qu'elle entre. S'il te plaît, ne me mets pas dans le noir. Il a fallu 20 minutes pour le calmer et lui expliquer que les araignées dans les chambres ne sont la faute de personne. Emma demande encore la permission pour tout. Puis-je avoir une collation? Puis-je regarder la télé? Puis-je aller aux toilettes? Nous travaillons à l'aider à comprendre que les besoins de base ne nécessitent pas de permission. Et Zoé accumule toujours de la nourriture. Je trouve des craquelins sous son oreiller, des collations aux fruits dans son sac à dos, des morceaux de pain emballés dans des serviettes et cachés dans sa boîte à jouets. Elle est sous ma garde depuis 7 semaines et n'est toujours pas convaincue que la nourriture continuera d'arriver. Le docteur Martinez, la psychologue pour enfants que j'ai trouvée pour eux, explique ses comportements lors de nos séances familiales hebdomadaires. Les enfants qui subissent de la négligence et de la maltraitance développent des mécanismes de survie, me dit-elle. Emma est devenue hyper responsable parce qu'elle devait assurer la sécurité de ses frères et sœurs. Tyler a développé une anxiété liée aux erreurs parce que les erreurs signifiaient une punition. Zoé accumule de la nourriture parce qu'elle a connu l'insécurité alimentaire. Combien de temps avant qu'ils ne se sentent en sécurité? Chaque enfant est différent, mais la cohérence, la patience et l'amour inconditionnel font des miracles. Ils montrent déjà une amélioration significative. 2 semaines avant notre prochaine date d'audience, Rebecca demande une visite supervisée avec les enfants. Janet l'organise à contre-cœur, m'avertissant que Rebecca a tenu des propos inquiétants. Elle a dit aux gens que vous avez lavé le cerveau des enfants contre elle, qu'ils ne veulent rester avec vous que parce que vous achetez leur affection avec des jouets et des friandises. C'est ridicule. Je sais, mais cela montre qu'elle ne comprend toujours pas les vrais problèmes. La visite a lieu un samedi matin. Je dépose les enfants avec leur anxiété habituelle d'avant-visite. Tyler s'accroche à ma main, et Emma vérifie que j'attendrai sur le parking. Zoé demande s'ils doivent vraiment y aller. Rappelez-vous, si vous vous sentez mal à l'aise, dites-le tout de suite à mademoiselle Janet. Après 2 heures, Janet sort avec les enfants et une expression sombre. Comment ça s'est passé, je demande, bien que les visages des enfants me disent déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Votre sœur a passé la plupart de la visite à leur faire la leçon sur la loyauté et les obligations familiales. Elle leur a dit que leur tante Sabrina n'est que temporaire, et qu'ils doivent se souvenir de qui est leur vraie mère. Emma prend la parole depuis le siège arrière alors que nous rentrons à la maison. Maman, elle n'arrêtait pas de dire que tu n'es que notre tante et qu'on ne devrait pas t'appeler maman. Comment ça t'a fait sentir? Confuse, comme si elle ne comprenait pas que tu es notre maman maintenant parce que tu prends soin de nous et que tu nous aimes. Tyler ajoute sa perspective. Elle a dit, vous devez vous lasser de nous parfois et penser à nous rendre. Mes mains se resserrent sur le volant. Croyez-vous cela? Non, dit-il fermement, parce que quand j'ai renversé du jus hier, tu l'as juste nettoyé et tu m'as donné un baiser. Tu ne t'es pas fâché ou tu ne m'as pas traité de maladroit ou quoi que ce soit. La différence entre ma réaction aux erreurs de Tyler et la réaction de Rebecca leur dit tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur qui les aime vraiment. Ce soir-là, en bordant Zoé, elle me pose une question qui m'arrête le cœur. Maman, et si la juge nous oblige à retourner chez Rebecca? Je m'assois sur le bord de son lit, choisissant mes mots avec soin. Ma chérie, je vais me battre aussi fort que je le peux pour vous garder avec moi pour toujours. Mais si tu perds? Alors je continuerai à me battre, et quoi qu'il arrive, vous saurez toujours que quelqu'un vous aime complètement et inconditionnellement. Elle hoche la tête sérieusement, puis m'enlace. Je t'aime aussi, maman. 3 semaines plus tard, Janet appelle avec des nouvelles qui changent tout. Sabrina, votre sœur a échoué à un autre test de dépistage de drogue. De la cocaïne cette fois-ci, en plus de l'alcool. Elle a également été arrêtée pour ivresse publique et trouble à l'ordre public. Qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire de garde? Cela signifie que l'État va de l'avant avec la déchéance de ses droits parentaux. Compte tenu du schéma de comportement et de son incapacité continue à respecter les exigences du tribunal,
il recommande que la garde permanente vous soit accordée. La garde permanente, les mots que j'espérais entendre depuis des mois. Combien de temps cela prendra-t-il? L'audience finale est prévue pour le mois prochain. Sur la base des preuves, je dirais que vous avez un cas très solide. Ce soir-là, j'appelle les enfants dans le salon pour une réunion de famille. J'ai des nouvelles qui pourraient vous rendre très heureux. Trois pères Dieu me regardent avec attente. Il y aura une autre audience le mois prochain, et si les choses se passent comme nous l'espérons, vous pourrez rester avec moi pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. L'explosion de joie est immédiate. Tyler saute de haut en bas. Zoé applaudit. Emma se met à pleurer de joie. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra t'appeler maman devant les autres? Demande Emma. Ça veut dire que je serai votre maman légalement, tout comme je le suis déjà dans nos cœurs. Mais alors que nous célébrons, je ne peux pas me défaire du sentiment que Rebecca ne va pas se laisser faire sans un dernier combat, et je suis sur le point de découvrir jusqu'où une mère désespérée peut aller pour éviter de perdre ses enfants. L'appel arrive à 2 heures du matin, 3 jours avant notre audience finale. Mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnais pas. Et quand je réponds, j'entends la voix terrifiée de Tyler. Maman. Maman, viens nous chercher. Tyler, où es-tu? Je ne sais pas. Rebecca nous a emmenés de chez Madame Peterson, et nous sommes dans une voiture, et elle conduit très vite et pleure. Mon sang se glace. Mets-moi sur haut-parleur, mon grand. Je l'entends tâtonner avec le téléphone. Puis la voix d'Emma, tremblante mais essayant d'être courageuse. Maman, on dormait chez Madame Peterson et Rebecca est venue à la porte et a dit qu'il y avait une urgence. Madame Peterson a essayé de t'appeler, mais Rebecca a dit qu'il n'y avait pas le temps. Où êtes-vous maintenant? On est dans la voiture de Rebecca. Elle n'arrête pas de dire qu'elle nous emmène quelque part en sécurité où ils ne pourront pas nous enlever à elle. Enlèvement. Rebecca kidnappe ses propres enfants plutôt que d'en perdre la garde. Emma, peux-tu voir des panneaux ou sais-tu dans quelle direction vous allez? On vient de passer un panneau qui disait « Bienvenue en Oregon ». Maman, on a vraiment peur. Je sais, ma chérie. Je vais vous trouver, d'accord? Garde le téléphone caché et reste calme. Je raccroche et j'appelle immédiatement le 911, puis Janet. Elle les a kidnappés, dis-je à Janet, faisant les 100 pas dans ma cuisine en pyjama. Elle les a emmenés de chez ma voisine et ils se dirigent vers l'Oregon. J'appelle le FBI. C'est un enlèvement parental à travers les frontières de l'État. En moins d'1 heure, ma maison est pleine de forces de l'ordre. Les agents du FBI installent du matériel pour suivre le téléphone des enfants. La police d'État lance une alerte Amber. Tout le monde bouge avec une efficacité urgente pendant que je suis assise à ma table de cuisine, essayant de ne pas m'effondrer complètement. L'agent Morrison, une femme de mon âge avec des yeux bienveillants, s'assoit en face de moi. Sabrina, j'ai besoin que vous réfléchissiez à l'endroit où Rebecca pourrait aller. Famille, amis, un endroit où elle se sent en sécurité. Elle n'a pas vraiment d'amis proches. Ses parents sont morts dans un accident de voiture il y a 5 ans. Il y a une tante à Seattle, mais elles ne sont pas proches. Et des endroits de son enfance? Des lieux de vacances? Un endroit qu'elle pourrait considérer comme un refuge? Je me creuse la tête en essayant de me souvenir de conversations d'il y a des années. Il y avait un chalet. La famille de son ex-mari avait un chalet dans les montagnes près de Portland. Elle disait que c'était paisible, isolé. L'agent Morrison hoche la tête. Nous allons vérifier les registres de propriété de la famille de l'ex-mari. Mon téléphone vibre avec un texto du numéro des enfants. Arrêtez de nous chercher. Ce sont mes enfants et je les protège de toi. Elle envoie des textos depuis leur téléphone, dis-je à l'agent Morrison en lui montrant le message. C'est en fait une bonne chose. Ça veut dire qu'elle ne sait pas qu'ils t'ont appelé plus tôt. À 6 heures du matin, mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Rebecca. Sabrina, j'ai les enfants avec moi et ils sont en sécurité. L'agent Morrison me fait signe de la garder au téléphone pendant qu'il trace l'appel. Rebecca, où es-tu? Les gens s'inquiètent. Nous sommes quelque part où tu ne nous trouveras jamais. Je ne te laisserai pas voler mes enfants. Je ne les ai pas volés. Le tribunal a décidé. Le tribunal avait tort. Tu as manipulé tout le monde. Tu leur as fait croire que j'étais une mauvaise mère. Rebecca, tu dois les ramener à la maison.
ça n'aide personne. Ils sont à la maison. Ils sont avec leur vraie mère. En arrière-plan, j'entends Tyler pleurer et Emma essayant de le réconforter. Le son me serre la poitrine de rage et de peur. Laisse-moi leur parler. Laisse-moi savoir qu'ils vont bien. Ils vont bien. Ils ont juste besoin de temps pour se souvenir que je suis leur mère, pas toi. Rebecca, s'il te plaît. La ligne se coupe. L'agent Morrison lève les yeux de son équipement. Nous avons une localisation. Un chalet isolé à environ 2 heures de Portland. La police locale est déjà en route. Les 3 heures suivantes sont les plus longues de ma vie. Je reste assise près de mon téléphone en attendant des nouvelles, imaginant tous les pires scénarios possibles. Et si Rebecca panique quand la police arrive? Et si elle fait quelque chose de désespéré? Et si les enfants sont blessés dans la confrontation qui s'ensuit? Finalement, à 11 heures, le téléphone de l'agent Morrison sonne. Elle répond, écoute pendant plusieurs minutes, puis se tourne vers moi avec un sourire. Ils sont en sécurité. Les 3 enfants sont indemnes et sous protection. Rebecca s'est rendue sans incident quand elle a réalisé qu'elle était encerclée. J'éclate en larmes de soulagement. Quand puis-je les voir? Ils sont transportés à l'hôpital pour enfants de l'Oregon pour une évaluation. Procédure standard. Vous pouvez les y retrouver. Le trajet de 4 heures jusqu'à Portland semble interminable. Quand j'arrive enfin à l'hôpital, je trouve les 3 enfants dans une salle familiale avec une travailleuse sociale, l'air fatigué et secoué, mais physiquement indemne. Maman. Tyler court dans mes bras, suivi immédiatement par Zoé. Emma reste un peu en retrait et je vois qu'elle est en train de digérer quelque chose. Vous allez bien? Vraiment bien? Il hoche la tête, mais je peux dire que cette expérience les a affectés différemment des traumatismes précédents. Cette fois, ils étaient assez grands pour comprendre ce qui se passait. Rebecca n'arrêtait pas de dire qu'elle nous sauvait de toi, explique Emma. Elle a dit que tu mentais à tout le monde et que nous lui appartenions, mais maman, être avec elle semblait mal. Même quand elle essayait d'être gentille, c'était effrayant. Pourquoi? Parce qu'elle faisait semblant à nouveau. Comme lors des visites, elle n'arrêtait pas de nous appeler ses bébés et de dire à quel point nous lui manquions, mais elle n'a jamais demandé comment nous nous sentions ou si nous avions peur, ajoute Tyler. Et elle n'arrêtait pas de conduire très vite et de se parler à elle-même comme si nous n'étions même pas là. La travailleuse sociale me prend à part plus tard. Les enfants ont été remarquablement calmes pendant l'épreuve. Emma, en particulier, a fait preuve d'une maturité extraordinaire, gardant ses frères et sœurs calmes et les aidant à comprendre ce qui se passait. Que se passe-t-il maintenant? Rebecca sera accusée d'enlèvement et de violation des ordonnances du tribunal. Compte tenu de cet incident, l'État va certainement aller de l'avant avec la déchéance de ses droits parentaux. Ce soir-là, de retour dans ma propre maison avec les 3 enfants en sécurité dans leur lit, je m'autorise enfin à craquer. Je m'assois par terre dans ma cuisine et je sanglote de soulagement, d'épuisement et de gratitude. Emma me trouve là 20 minutes plus tard. Maman, ça va? J'essuie mes yeux et je la prends sur mes genoux. Je suis juste si contente que vous soyez tous en sécurité. On savait que tu nous trouverais. On n'a jamais cessé d'y croire. Comment le saviez-vous? Parce que c'est ce que font les vraies mamans. Elles trouvent leurs enfants et les ramènent à la maison. Et à ce moment-là, je réalise que peu importe ce que décide un tribunal, ces enfants sont déjà les miens, et je suis déjà la leur. La seule chose qui reste est de le rendre officiel. L'audience finale a lieu 2 semaines après l'incident d'enlèvement. Rebecca est assise à la table des accusés en combinaison orange, les mains menottées, ne ressemblant en rien à la femme soignée qui est apparue à notre première audience. La transformation est choquante et triste. Son nouvel avocat, un défenseur public commis d'office, a l'air dépassé et non préparé. L'avocat cher de Rebecca l'a laissé tomber après son arrestation pour enlèvement. La juge Patterson examine le dossier avec une expression sombre. Mademoiselle Carter, vous êtes accusée d'avoir enlevé vos propres enfants en violation directe des ordonnances du tribunal. Comment plaidez-vous? Non coupable, votre honneur. Je protégeais mes enfants d'une tutrice inapte. Même maintenant, elle ne comprend pas. Elle se croit toujours la victime dans cette situation. Le procureur présente les preuves méthodiquement. Les relevés téléphoniques montrant que Rebecca a planifié l'enlèvement pendant des jours. Le témoignage de Madame Peterson sur le mensonge de Rebecca pour avoir accès aux enfants.
Les enregistrements audio de l'appel téléphonique terrifié de Tyler. Quand la voix de Tyler disant « Maman, viens nous chercher » est diffusée au tribunal, je regarde le visage de Rebecca. Un instant, juste un instant, je vois quelque chose vaciller dans son expression. La reconnaissance, le regret, mais cela passe rapidement, remplacé par une défiance familière. L'avocat de Rebecca plaide faiblement. Ma cliente a agi par désespoir et par amour pour ses enfants. Elle croyait les protéger. La juge Patterson demande à Rebecca si elle veut parler en son nom. Rebecca se lève et je vois qu'elle a préparé ce discours. Votre honneur, ces enfants appartiennent à leur mère naturelle. Ma sœur les a empoisonnés contre moi, leur a fait peur de moi par des mensonges et de la manipulation. Elle se raconte toujours la même histoire. Toujours incapable de reconnaître la vérité. J'aime mes enfants. J'ai fait des erreurs, oui, mais j'ai été en thérapie. J'ai suivi des cours. J'allais mieux jusqu'à ce qu'elle s'en mêle. La juge écoute patiemment, puis demande, Mademoiselle Carter, croyez-vous qu'enlever vos enfants était dans leur meilleur intérêt? Je les sauvais d'eux. Oui ou non? Croyez-vous qu'enlever 3 enfants, les terrifier et les conduire à travers les frontières de l'État était dans leur meilleur intérêt? Rebecca ouvre la bouche, puis la referme. Pour la première fois de tout ce processus, elle semble comprendre qu'elle s'est piégée elle-même. J'étais désespéré. Je ne pouvais pas les perdre. Et pourtant, vos actions ont garanti que vous les perdrez. La juge Patterson suspend brièvement l'audience. Pendant la pause, je vois Rebecca pleurer à la table des accusés, finalement brisée par la réalité de ce qu'elle a fait. Lorsque le tribunal reprend, la juge s'adresse à la salle avec finalité. Ce cas a été déchirant à superviser. 3 enfants innocents pris entre des adultes qui prétendent les aimer mais qui ont des idées très différentes de ce qu'est l'amour. Elle regarde Rebecca. Mademoiselle Carter, je crois que vous aimez vos enfants, mais l'amour sans la capacité de fournir la sécurité, la stabilité et la sécurité émotionnelle n'est pas suffisant. Puis elle se tourne vers moi. Mademoiselle Carter, vous avez fait preuve d'un dévouement remarquable au bien-être de ces enfants. Ils ont prospéré sous votre garde et vous considèrent clairement comme leur figure maternelle. Je retiens mon souffle. Par conséquent, je mets fin aux droits parentaux de Rebecca Carter et j'accorde la garde légale complète à Sabrina Carter avec la possibilité de procéder à l'adoption si elle le choisit. Les mots me frappent comme une force physique. Garde complète. Adoption. Mes enfants, pour toujours. Derrière moi, j'entends un sanglot de Rebecca, mais je ne peux pas me retourner. Je pleure trop fort moi-même. Après que les documents soient signés et que nous sortions du palais de justice, Emma tire sur ma manche. Maman, qu'arrive-t-il à Rebecca maintenant? C'est la première fois qu'elle l'appelle par son prénom au lieu de « mère biologique » ou « maman ». Elle ira en prison pendant un certain temps, puis elle devra trouver comment se construire une vie meilleure. La reverrons-nous un jour? J'y réfléchis attentivement. Cela dépend de beaucoup de choses. Si elle obtient l'aide dont elle a besoin, si vous voulez la voir quand vous serez plus grand, mais pas avant très longtemps. Tyler prend mon autre main. Sommes-nous officiellement tes enfants maintenant? Officiellement et pour toujours. Avons-nous de nouveaux noms de famille? Je ris à travers mes larmes. Si vous les voulez. Emma Carter Johnson, et c'est Emma. Tyler Carter Johnson. Zoe Carter Johnson. Ça sonne parfaitement. Ce soir-là, nous avons un dîner de fête dans leur restaurant préféré. Alors que nous mangeons de la pizza et planifions la décoration de leur nouvelle chambre, Zoé pose une question qui m'arrête le cœur. Maman, pourquoi Rebecca ne voulait-elle pas être une bonne maman pour nous? Je pose ma part et je réfléchis soigneusement à la façon de répondre. Ces enfants méritent l'honnêteté, mais ils méritent aussi de garder une certaine compassion pour la femme qui leur a donné naissance. Parfois, les adultes ont des problèmes dans leur cœur et leur esprit qui rendent difficile d'aimer les gens de la bonne manière. Ce n'est pas de votre faute, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimable. Ah, mais tu nous aimes de la bonne manière, déclare Tyler avec confiance. Je vous aime exactement comme vous méritez d'être aimé. Emma, toujours aussi sérieuse, demande, et si on se souvient de choses sur la vie avec Rebecca qu'on ne t'a pas encore dites? Des choses méchantes? Alors on en parlera ensemble, et on s'assurera que vous vous sentiez en sécurité de tout me dire. Et tu ne te lasseras pas de nous ou tu ne décideras pas qu'on ait trop de travail? Jamais. Vous n'êtes pas du travail.
Vous êtes ma plus grande joie. En rentrant à la maison, je pense à Rebecca assise dans une cellule de prison ce soir. Probablement toujours convaincue que tout le monde a ruiné sa vie. J'ai pitié d'elle, mais j'ai plus pitié des années que ses enfants ont passées à croire qu'ils n'étaient pas dignes d'un amour inconditionnel. Maintenant, ils savent mieux. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer qu'ils ne l'oublient jamais. Demain, je commence les formalités d'adoption. Dans 6 mois, ces 3 incroyables êtres humains seront officiellement des Carter Johnson. Mais ce soir, ils sont juste à moi. Finalement, complètement, pour toujours à moi. 1 an plus tard, je suis dans ma cuisine en train de préparer les déjeuners d'Emma et de Tyler pendant que Zoé colorie à table. C'est un mardi matin de septembre, et tout semble magnifiquement, parfaitement ordinaire. Maman, puis-je avoir la boîte à lunch dinosaure aujourd'hui, demande Tyler, déjà habillé pour la 2e année. Bien sûr, mon grand. Emma apparaît dans l'embrasure de la porte, le sac à dos prêt, les cheveux soigneusement tressés. Maman, j'ai fini mon exposé. Tu veux le lire? Absolument. En lisant son analyse de « La toile de Charlotte », je suis frappé par sa perspicacité sur l'amitié et le sacrifice. Cet enfant qui a passé ses premières années à s'occuper de tout le monde apprend qu'elle mérite aussi qu'on s'occupe d'elle. Zoé, maintenant 5 ans et épanouie en maternelle, brandit son coloriage. Regarde, maman, c'est notre famille. 4 personnages bâtons se tiennent devant une maison avec un arc-en-ciel au-dessus. Elle s'est dessinée entre Tyler et moi, avec Emma au bout, nous tenant tous la main. En bas, elle a écrit « Ma famille » en lettres soignées de maternelle. C'est magnifique, ma chérie. L'adoption a été finalisée il y a 6 mois. Nous avons eu une fête après avec gâteau et ballon, et les enfants sont officiellement devenus Emma, Tyler et Zoé Carter Johnson. Ils ont chacun choisi un nouveau 2e prénom. Emma a choisi Grace. Tyler a choisi Michael d'après son entraîneur de petite ligue, et Zoé a choisi Rainbow parce que, ça me rend heureuse. Rebecca est toujours en prison, purgeant une peine de 18 mois pour enlèvement. Elle écrit des lettres de temps en temps que je garde dans une boîte pour que les enfants les lisent quand ils seront plus grands, s'ils le souhaitent. Ces lettres ont évolué, passant de la colère et du blâme à la tristesse et parfois à la réflexion. Que cela représente un véritable changement ou juste une autre manipulation, je ne peux pas le dire, mais ce n'est plus ma responsabilité de le découvrir. Les enfants guérissent d'une manière qui me surprend chaque jour. Tyler n'a pas fait de cauchemar depuis 4 mois. Emma apprend à être une enfant au lieu d'une soignante. Elle a rejoint les Girl Scouts et rigole avec ses amis lors des soirées pyjama. Zoé a cessé d'accumuler de la nourriture vers Noël et fait maintenant confiance au fait que les repas seront toujours disponibles. Mais le plus beau changement est dans leur compréhension de ce que signifie la famille. Le mois dernier, Tyler est rentré de l'école contrarié parce qu'un camarade de classe a dit que les enfants adoptés n'étaient pas de la vraie famille. Maman, Connor a dit que tu n'es pas ma vraie maman parce que tu ne m'as pas fait pousser dans ton ventre. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un une vraie maman, selon toi? Quelqu'un qui prend soin de toi, t'aime et te fait te sentir en sécurité. Ça me semble juste. Alors tu es définitivement ma vraie maman. Emma a entendu cette conversation et a ajouté sa propre perspective. Connor a tort de toute façon. Faire pousser quelqu'un dans son ventre fait juste de toi une mère biologique. S'occuper de tous les jours fait de toi leur vraie maman. La sagesse d'une enfant de 9 ans qui a appris trop tôt que la biologie et l'amour sont des choses distinctes. Le docteur Martinez dit qu'ils font des progrès remarquables. Les enfants sont résilients, m'a-t-elle dit lors de notre dernière séance. Avec un amour et une sécurité constants, ils peuvent guérir de presque tout. Seront-ils un jour complètement bien? Définissez le bien. Se souviendront-ils de leur traumatisme précoce? Probablement. Est-ce que cela façonnera certaines de leurs réponses au stress? Possiblement. Mais grandiront-ils en sachant qu'ils sont aimés et valorisés? Absolument. C'est assez pour moi. Ce matin, en les conduisant à l'école, Emma me pose une question qui lui trotte dans la tête. Maman, est-ce que ta vieille vie te manque parfois, quand tu n'étais que toi et que tu pouvais faire ce que tu voulais? Je pense à ma maison silencieuse, à mon emploi du temps ordonné, à ma liberté de faire des plans spontanés. Puis je pense au sourire édenté de Tyler quand il perd une dent. Au visage fier d'Emma quand elle maîtrise un morceau de piano difficile. Aux câlins endormis de Zoé pendant les soirées cinéma. Non, ma chérie. C'est exactement la vie que j'étais censé avoir.
Même avec tout le désordre, le bruit et le drame, surtout avec tout le désordre, le bruit et le drame. À la dépose à l'école, ils m'embrassent tous pour me dire au revoir. Tyler me chuchote « Je t'aime, maman », dans mon oreille comme il le fait tous les matins. Emma me rappelle qu'elle a entraînement de foot après l'école. Zoé demande si on peut faire des biscuits ce soir. Des moments ordinaires. Des moments magnifiques, chaotiques, parfaits, ordinaires que je ne tiens jamais pour acquis. En allant au travail, je pense à la femme que j'étais il y a 2 ans. Célibataire, axé sur ma carrière, convaincu que j'étais complète seule. Je n'avais pas tort d'être complète, mais je n'avais aucune idée à quel point je pouvais devenir plus complète. Mon téléphone vibre avec un texto de l'enseignante d'Emma. Emma a reçu le prix de la citoyenneté aujourd'hui pour avoir aidé les nouveaux élèves à se sentir les bienvenus. Vous devriez être fiers. Je suis fier de tous, tous les jours. Ce soir-là, nous faisons des biscuits aux pépites de chocolat pendant que la musique joue dans la cuisine. Zoé est debout sur un tabouret, m'aidant à mesurer la farine. Tyler vole des pépites de chocolat quand il pense que je ne regarde pas Emma lit ses devoirs à voix haute en mélangeant la pâte. C'est le chaos. C'est bruyant. C'est collant et salissant et nécessite une attention constante. C'est parfait. Pendant que nous attendons que la première fournée cuise, Zoé demande « Maman, tu nous raconteras l'histoire de comment nous sommes devenus une famille. » Ils adorent cette histoire, et j'adore la raconter. Il était une fois, 3 courageux enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour les aimer exactement comme ils étaient. Je leur parle des petits effrayés qui sont arrivés à ma porte avec des valises et des cœurs brisés. De comment ils m'ont appris ce qu'est le véritable amour. De comment ils ont fait de moi une mère, non pas par la biologie, mais par le choix, l'engagement et la décision quotidienne de se présenter les uns pour les autres. Et puis que s'est-il passé? Demande Zoé, même si elle le sait. Alors nous avons tous vécu heureux pour toujours. Tyler me corrige comme il le fait toujours. Pas pour toujours, maman. On est encore en train de le vivre. Il a raison. Ce n'est pas la fin de notre histoire. C'est juste le début. La minuterie sonne et nous sortons des biscuits dorés parfaits. Alors que nous sommes assis autour de la table en les mangeant chauds du four, je regarde ces 3 incroyables êtres humains qui ont complètement changé ma vie. Rebecca leur a donné naissance, mais j'ai eu la chance de les élever. Et cela fait de moi la personne la plus chanceuse du monde. Parfois, la famille que vous êtes censé avoir n'arrive pas comme vous l'attendez. Parfois, elle arrive à travers le chagrin, le traumatisme, les batailles juridiques et les appels téléphoniques nocturnes d'enfants terrifiés. Parfois, l'amour ressemble à ouvrir sa porte au chaos et à le choisir chaque jour pour le reste de sa vie. Et parfois, la plus grande vengeance contre quelqu'un qui n'a jamais apprécié ce qu'il avait est de montrer à ses enfants exactement ce qu'ils valent. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur les familles que nous choisissons et l'amour qui guérit tout. N'oubliez pas, vous ne savez jamais quand la vie vous demandera d'être le héros de quelqu'un.